jamais ses parents. Laisse-nous, toi, va jouer dehors. Décidément, je porte très mal le jaune. Ouais, c'est mieux. Attends, tu triches dès le deuxième épisode? On avait dit un plan, Obélix. Bah oui, un plan. En réalité, on voit bien qu'il y a une coupure, c'est vrai. D'ailleurs, le raccord n'est pas parfait, sa main n'est pas exactement au même endroit, et d'une image à l'autre, elle change de position de façon un peu saccadée. Mais ça n'empêche que même s'il y a eu 2 plans au tournage, ça n'en fait qu'un seul au niveau du résultat. Oui, d'accord. Dans la diégèse, c'est-à-dire l'univers fictif du film, il n'y a pas de coupure, ok. C'est bien plutôt de l'effet spécial, comme un monstre rajouté en animation ou tout simplement un split screen. Exactement. Peu importe combien de plans ont dû être filmés au tournage, c'est le résultat qui importe. Le reste, c'est du détail technique. Ici, on voit bien que la transformation magique tient d'un effet tout simple. On filme la scène avec la robe jaune, on coupe, on change de robe et on recommence à filmer au même endroit ou alors juste un peu avant pour éviter les faux raccords. Voilà. Or, c'est plus ou moins visible selon les cas. Et c'est ça qui est le plus génial dans ce plan, c'est que ça crève les yeux. Ce n'est ni une erreur, ni un faux raccord. Toute la magie du film tient là. À plus forte raison parce que c'est le personnage de la marraine la bonne fée. Tout le film, comme l'univers entier de Jack Demy, repose sur un aspect féerique très simple, qui cherche à être poétique, mais surtout enfantin, au sens le plus noble du terme. Pour ne pas voir la coupure, il faut regarder le film avec des yeux d'enfant en quelque sorte. Comme au début du plan, lorsque le daim s'en va vers la forêt. On voit la marque du collier avec lequel un technicien est sans doute en train de le tirer vers le fond. Mais tout ça ne compte pas parce que c'est magique. C'est tout ce qui compte. Et même si c'est très kitsch, c'est ça qui fait le charme du film. Oui, pour voir Podane, il faut décider d'y croire à fond. Sinon, ça peut tout de suite paraître ridicule et non plus magique. Quand on commence à grandir et qu'on regarde des films pour enfants, on les regarde souvent au second degré, comme si on profitait du plaisir qu'on avait devant quand on était petit, tout en s'en moquant un peu. Or pour moi, Podane perd quasiment tout son intérêt quand on le regarde de façon cynique. Parce qu'en décidant de ne pas y croire, on passe à côté de tout le merveilleux du film, qui est hyper jouissif. En fait, c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. C'est le fait de devoir fermer les yeux sur tout ce qui semble impossible pour adhérer pleinement à ce qui nous est montré. Donc, littéralement, on suspend son incrédulité, quoi. Voilà. Normalement, on l'emploie surtout en parlant de la science-fiction ou du Seigneur des Anneaux, parce qu'on nous donne des nouveaux codes et qu'on doit y croire à la base pour rentrer dans l'œuvre. Sauf que là où c'est assez intéressant, c'est qu'avant de toucher à la SF ou à la fantasy, ce terme a été inventé par le poète anglais Samuel Coleridge. Donc on retrouve dès l'origine l'aspect poétique qu'il y a chez Jacques Demy. Ouais, s'il est si cool, Coleridge, t'as qu'à faire tes vidéos avec lui. Mais c'était au XVIIIe siècle, il est mort. En tout cas, là, ce qui change, c'est que la suspension d'incrédulité ne s'applique pas que à l'univers diégétique, soit à l'histoire qu'on nous raconte avec cette scène où une fée change de robe en un clin d'œil, mais aussi à la mise en scène, ce qui est très rare en fait. En tant que spectateur, on doit croire aussi bien à la magie des personnages que du réalisateur. Ce plan montre bien pourquoi dans Podane, la forme est aussi fantastique que le fond. Et d'ailleurs, on voit ça dans d'autres moments du film. Et souvent avec le personnage de la fée joué par Delphine Seyrig. Par exemple, une scène où elle arrive dans le château de la princesse en crevant le plafond et en tombant dans la salle au ralenti. Pour repartir, la fée s'envole et le plafond se reforme tout seul. Eh bien, tout simplement, pour la faire s'envoler, il suffit à Jacques Demy de passer à l'envers le plan où elle tombe. Comme pour le changement de robe, c'est tout simple, mais c'est ça le merveilleux. En tout cas, on peut dire que Jacques Demy ne fait pas les choses à moitié. Jacques Demy, à moitié. Tu n'as aucun humour et je te hais. Ah, d'accord. J'aime aussi beaucoup ce plan-là parce qu'il condense tout ce que j'adore dans Podane. Il y a d'abord Delphine Seyrig, qui est très très belle, et qui a une voix incroyable. Ensuite, bien sûr, il y a le changement de robe, l'effet spécial dont on a parlé. Et puis la musique à la fin du plan. Oui. Déjà, la musique compte pour beaucoup dans les contes de fées au cinéma. Mais là, en plus, c'est une comédie musicale. Et la musique qui accompagne le sortilège est très importante pour souligner la crédibilité visuelle de l'effet spécial, c'est bien connu. Avec la partition de Michel Legrand, on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de faux raccord, juste du féerique. Entre Podane, Les Demoiselles de Rochefort et Les Parapluies de Cherbourg, c'est clair que les plus grands films de Jacques Demy doivent toujours beaucoup à la musique de Michel Legrand. Et il y a autre chose de génial dans ce plan, c'est le décor. On est en plein milieu de la forêt, dans le salon de la bonne fée, et le décor faussement naturel est appréhendé comme un intérieur. Bon, à la fois par l'absence de plan d'ensemble, par l'attitude de la fée,
Et puis, regarde ce miroir. C'est à la fois un objet d'intérieur et d'extérieur. Il est recouvert de rose, c'est un pur objet de conte de fées, mais elle se regarde dedans comme si elle était dans sa chambre. D'où le côté très drôle, puisqu'elle chasse le daim en lui disant Laisse-nous, toi, va jouer dehors. techniquement, elle est déjà dehors, mais c'est une fée des bois, donc elle est chez elle. En plus du miroir, il y a un objet particulièrement drôle dans le décor. Tu parles du téléphone? Ouais, exactement. C'est la touche surréaliste du plan, complètement anachronique. Non seulement ça n'existe pas, mais quand bien même elle en aurait un, elle pourrait appeler qui puisqu'elle est manifestement la seule à avoir un téléphone. Bah, la fée est le personnage qui transcende le plus l'univers du conte, comme une passerelle entre la diégèse et la réalité. Au début du film, le roi qui est joué par Jean Marais lit 2 poèmes que la fée lui a offerts, un d'Apollinaire et un de Cocteau. Or, ça permet à Demi de faire un clin d'œil en plus à Cocteau, mort 7 ans auparavant, qui était l'amant de Jean Marais, et dont le style visuel a énormément influencé Demi pour ce film. Bien sûr, et tout ça témoigne d'un usage très important des accessoires dans Podane. Pour constituer l'univers visuel du film, qui est très riche, Jacques Demy utilise les objets comme un écrivain utiliserait des adjectifs en quelque sorte. Les personnages sont totalement déterminés par les objets qui les entourent. Quelque part, c'est le film le plus matérialiste de Demy. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que marche la féerie. Regarde la princesse jouée par Catherine Deneuve. Elle porte une peau d'âne mort sur le dos pour avoir l'air d'une souillon. Mais lorsque la peau tombe, en dessous, elle porte sa robe dorée de princesse. Et c'est par l'accessoire que l'on passe de l'une à l'autre. De même que la fée est entourée d'objets anachroniques. Il y a le téléphone, mais à la fin elle arrive en hélico. Et peu importe, ça ne choque personne. Le personnage se caractérise par ses accessoires, costumes, etc. Ça va avec la jouissance des effets spéciaux dont on parlait. Pour que l'univers fonctionne, tout doit être visible, à la portée du spectateur. C'est pour ça que c'est un film d'enfant, pas pour les enfants, mais par un enfant. Et ça, c'est aussi une chose qui rapproche Demi et Cocteau. En plus, beaucoup de gens supposent que c'est juste un film pour enfants et qu'à partir du moment où on a l'âge de voir les effets spéciaux, on n'est plus concerné par tout ça. Or, c'est doublement mal comprendre le film. D'une part, il fait appel à l'enfant qu'il y a en chaque adulte, etc. Mais d'autre part, le scénario a un aspect très adulte, qui passe par le personnage de la fée notamment. C'est vrai que c'est pas l'archétype de bonne fée débonnaire et maternante qu'on a l'habitude de voir dans les films de princesse. Ce n'est pas une petite vieille comme dans Cendrillon ou dans La Belle au bois dormant. Là, c'est une femme très attirante, avec un potentiel de séduction bien plus ouvertement sexuel que celui de la princesse, qui se comporte comme une petite fille pendant 1h30. Déjà, il suffit de voir cette scène. Sa filleule vient la voir d'urgence parce que son père essaye de l'épouser. Et face à ce grave problème d'inceste que fait la marraine, elle va se changer de robe parce que... Décidément, je porte très mal le jaune. Et se recoiffe avec un sourire face au miroir. Delphine Seyrig donne un côté génialement superficiel à la fée, et c'est à la fois très décalé, très drôle, et un peu hors de portée des enfants. Déjà, ça commence avec l'idée qu'a eu Jacques Demy de faire de la fée l'ex du roi. À la fin... C'est mal de spoiler. C'est un conte de fées, ça te surprend vraiment qu'ils vivent heureux et y ait beaucoup d'enfants ? Pas faux. Donc, à la fin, c'est la marraine qui épouse le père, et on se rend compte que depuis le début, elle cherche plus à le récupérer qu'à sauver la princesse. En quelque sorte, c'est la fée qui est l'héroïne du film. Certes, on la voit moins, mais si on note l'intrigue secondaire du gâteau et du prince... Oui, enfin, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais si on enlève ça, la marraine est le personnage qui permet le dénouement de l'intrigue du père qui veut épouser sa fille, c'est elle qui est également l'élément déclencheur, puisqu'elle conseille à la princesse de fuir avec la peau d'âne, et la princesse elle-même ne fait pas grand-chose à part la cuisine. Ce n'est peut-être pas le personnage principal d'un point de vue narratologique, mais clairement, la fée est le personnage le plus moderne et le plus profond d'un point de vue psychologique de tout le film. Et quand on la voit s'apprêter toute heureuse devant son miroir, elle apparaît comme le personnage un peu égoïste et complètement séducteur qu'elle se révélera être à la fin. On pourrait dire que tout est déjà présent dans ce plan. Laisse-nous, toi, va jouer dehors. Décidément, je porte très mal le jaune. Ouais, c'est mieux. Or, ça permet à Denis de... À Denis Denis Demy vous présente Denis... Dodane. Dodane. Sauf que là où c'est intéressant, c'est que... Poil de poil. On voit ça à d'autres moments du film d'ailleurs, et souvent avec le personnage de la fée jouée par Delphine Seyrig. C'est bien. Alors essaie de pas le dire comme si tu parlais à des enfants de maternelle et puis on est bien.
Surtout avec le personnage de la fée. Et c'est qui l'a fait? Eh ben c'est Delphine Seyrig. Elle est où Delphine Seyrig? Montre-moi Delphine.